Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info qui fait du bien, notre nouveau rendez-vous tous les samedis à 12h10, toujours entouré d'experts passionnants. Le premier sujet du jour, maman, je ne veux plus manger de viande. Est-ce que cela comporte des dangers pour la croissance et la santé de son enfant? Des spécialistes répondront à vos questions. En deuxième partie, je vous propose de voyager en Égypte pour une découverte des plus fascinantes à Saqqara. C'est l'exploration qui fait du bien. Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, je suis ravie de recevoir Michel Fugain pour la sortie de son livre En confidence, coécrit avec son amie et journaliste Véronique Ayache. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, votre avis compte. Et tout de suite, je rejoins la table ronde. Bonjour à tous. Bonjour Karine. Alors je vais commencer à vous présenter un par un. Michel Fugain, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Vous allez rester avec nous tout le long de l'émission. Avec pour notre plaisir. plus grand plaisir. Émeric Aramico, vous êtes notre expert 2.0, tout le monde vous connaît maintenant. Bonjour. Carole Hiel, bonjour. Alors, vous venez nous présenter votre livre « Maman, je ne veux plus manger de viande ». C'est un vrai sujet de société. On en parle tout de suite. Docteur Jérôme Bernard Pelé, bonjour. Alors, vous êtes médecin, généraliste, nutritionniste, spécialisé dans l'alimentation végétarienne pour les enfants et les adultes. Et vous êtes également membre du conseil départemental de l'Ordre de médecine de Paris. Est-ce que j'ai tout dit ? Vous avez tout dit. Voilà, on a beaucoup de questions à vous poser justement Voilà, sur... même si aujourd'hui je ne représente pas le Conseil de l'Ordre départemental de Paris. Je viens évidemment à titre personnel. Bien sûr, mais en tout cas, vous avez l'étiquette, Oui. quoi qu'il en soit. François Baumette, bonjour. Bonjour Karine. Alors, vous êtes désormais notre explorateur qui fait du bien. Aujourd'hui, on part en Égypte pour une découverte des plus fascinantes. Absolument. Valérie Romanoff, tout le monde vous connaît, vous êtes une habituée, vous êtes notre hypnothérapeute qui fait du bien et également spécialisée dans la parentalité positive. Alors, pour tous ceux qui verraient une ressemblance avec Anne Romanoff, c'est normal, vous êtes sa petite sœur. Exactement. C'est vrai? Eh bien oui, C'est vrai vous ne le que- saviez pas, Michel Fugain. Il y a un truc avec Anne. Michel Fugain, Oui. nous allons plonger dans vos pensées les plus intimes, puisque vous venez nous présenter votre dernier livre, En confidence, que vous avez coécrit avec la journaliste et également votre amie Véronique Ayache. Vous revenez sur vos convictions, sans langue de bois. Vous évoquez l'amour de votre vie, Sanda, la perte de votre fille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous laisser interviewer, de vous livrer et de nous le faire partager? Alors, je suis obligé de rectifier un certain nombre de trucs. Ce bouquin est parti d'une soirée qu'on a donnée... Arrosé ou pas? Comment? Non, je plaisante. Non, non, arrosé, ça, c'est après. Je sais que vous êtes un bon vivant, vous le dites dans votre livre. C'est au théâtre, on était au théâtre de l'Atelier et Véronique est venue voir le spectacle qui s'appelait La causerie musicale. Et c'est un truc où je tchatche énormément, hein, on fait 2h30 en scène. Et d'ailleurs, vous continuez votre tournée, hein? Ah ouais, à partir du mois de décembre, on part 6 mois. C'est ça. Les gens adorent ça. Et elle s'est dit, waouh, parce que je me livre, hein, et on livre forcément des trucs intimes quand on fait une causerie. Et donc, elle s'est venue, elle est venue en Corse. Et là... Chez vous, dans votre maison. Oui, j'habite là-bas, oui. Et là, elle m'a petit à petit fait faire des confidences. C'est pour ça que j'ai dit ça s'appelle En confidence. Je n'ai pas écrit une ligne, qu'on soit bien d'accord. Vous vous êtes laissé interviewer. Je me suis laissé faire. C'est Je ça. me suis laissé faire parce que Véro est une amie que j'aime énormément. Je sais qu'elle est honnête. Je sais qu'il n'y a pas de truc, quoi. C'est pas... Et qu'elle vous aime beaucoup Il n'y d'ailleurs. a pas de voyeurisme. Elle n'a pas pu être là, mais elle avait une petite surprise pour vous. On l'écoute? Volontiers. Salut mon Michel, désolée j'ai pas pu être là aujourd'hui avec vous, mais voilà, je sais en plus que je t'ai posé 1,5 million de questions. Il y en avait une petite dernière que je voulais rajouter à la liste et je voulais savoir finalement si tu m'en voulais pas trop de t'avoir décortiqué le cerveau sans anesthésie. Voilà, je t'embrasse très fort. Non seulement je ne lui en veux pas, mais quand on participe à ce genre d'activité, parce que c'est une activité, hein, on découvre des choses sur soi-même, des trucs non avoués ou pas formulés. Et j'ai pas eu à rougir de ce que j'ai pu dévoiler. C'est très bon, mais la causerie aussi fait partie de ça. C'est très bon de constater qu'au bout d'un parcours qui est quand même assez long, quoi, assez plein, ça fait quand même un peu de kilométrage au compteur, on s'est pas trahi, on est un homme honnête, un honnête homme au sens presque 19e siècle du terme. On fait le bilan, on dit merde, tu t'es pas raté, mec. Et je le constate et comme je continue, je suis un obstiné, je continue mon boulot, je continue à faire, je continue à créer.
Et je suis animé toujours par les mêmes choses. C'est-à-dire, il y a une éthique, il y a un truc qui fait que ce métier est d'abord bon à pratiquer, c'est le plus beau métier du monde. En tout cas, on en apprend beaucoup sur vous dans votre livre. D'ailleurs, alors, je l'ai pas lu. Véronique Aya, vous l'avez pas lu, c'est pas possible. J'ai lu des extraits. Eh ben, écoutez, je vais vous, on va le lire ensemble hein, à travers l'interview. En tout cas, vous, d'ailleurs, j'ai eu Véronique Ayache qui me disait qu'il y avait des moments où vous étiez particulièrement émue aux larmes lorsque vous revenez justement aussi sur le passage le plus douloureux de votre vie, lorsque vous perdez votre fille, Laurette, à l'âge de 22 ans d'une leucémie. Vous dites que ce jour-là, c'est comme si on vous avait tranché d'un sabre japonais en deux. Alors, pour tous ceux qui vivent le même drame, ouais. Comment les encourager? Où est-ce que vous êtes allé trouver ces ressources intérieures pour vous remettre d'un tel drame? Alors maintenant, je peux répondre un petit peu, d'une façon un peu détachée, parce que j'observe tout, hein. On observe tous ce qui se passe. Il y a des gens qui se laissent aller, qui meurent. Il faut savoir mourir. Mais ça, j'ai appris à mourir il y a longtemps. Il faut mourir de temps en temps pour renaître, pour repartir, et avec la même... Et ça, dans le domaine artistique, ça me paraît essentiel, pour renaître avec la même innocence qu'on avait avant. Il faut être tout neuf. Et pour être tout neuf, il n'y a pas de problème. Il y a un moment, il faut mourir. C'est-à-dire, c'est comme 2.0. Il y a un moment, il faut éteindre, il faut rebooter l'animal, le cerveau. Il n'y a rien qui disparaît. Mais ça remet tout en place, et c'est surtout qu'on repart comme un grand malade, en bouffant la vie, en bouffant le métier qu'on fait, avec tout ce qu'on a appris. Donc, il y a forcément un stade supérieur. Et ça, j'ai su faire. Et là, je suis mort, moi, après ça. Je suis mort, et j'ai dû le dire à Véro, je suis mort, et je suis mort pendant quelques années. Sauf que j'ai rencontré une femme. Ben justement, je voulais venir parce que c'est mon chapitre préféré. Ça ne m'a pas fait oublier ma fille, on est bien d'accord. Mais bien sûr, en revanche, c'est quand même une belle fonction, une belle surprise qui vous est arrivée dans la vie. Alors, moi, ça m'a beaucoup touchée, ce passage-là dans votre livre. Pourquoi? Parce que vous m'avez fait penser à Platon, qui fait de l'amour une quête légitime, hein, une ambition légitime. Vous parlez comme Platon de cet amour absolu, de cette moitié d'orange qui nous attend quelque part dans l'univers. Pour tous, d'ailleurs. Oui. Elle vous a sauvé la vie. Part pour tout le monde. Et elle vous a sauvé la vie, Sanda. On a le bol de tomber dessus ou pas? Alors, quand même, donc Sanda, qu'on voit à l'antenne, là, qui est magnifique et qui, derrière, en régie, c'est un vrai soleil. Elle vous a sauvé la vie. Vous êtes ensemble depuis 15 ans. Vous êtes mariés. Oui. Oui, je l'ai épousée. Elle m'a forcé. Mais écoutez, elle a bien fait. Vous avez l'air très heureux, en tout cas, et en pleine forme. C'est extraordinaire d'avoir... J'ai pas l'impression de vous faire du people, là. Hein, de trouver, effectivement, sa moitié d'orange et de dire, voilà, ça, de ce côté-là, c'est rangé. Alors que tout le monde va vous dire, attends, bouge pas, c'est jamais fini. Michel Fugain, j'ai une question. Oui. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui cherchent cette moitié d'orange, comment on la trouve? Elle est née quand moi j'avais 22 ans, elle est née en Roumanie. Si un mec était arrivé et me dit, tu vois, là, en ce moment, ce jour-là, aujourd'hui, il y a une fille qui naît en Roumanie et ça sera ta femme, tu lui dis, t'es barjot ou quoi? Ça va pas bien la tête? C'est quoi? C'est être à l'écoute. Mais c'est vrai pour tout, c'est vrai pour l'amitié, c'est vrai pour tout. C'est être à l'écoute, être un receveur, d'être une espèce de réceptacle de toutes les tendances. Quoi. Vous êtes tous receveurs, c'est bon, sur le plateau? Ouais, mais ça me paraît essentiel. En tout cas, pour un artiste, je vous le dis, c'est essentiel. Il n'y a rien de pire qu'imaginer un artiste qui serait fermé ou dans une tour d'ivoire. Celui-là, il est mort. Alors justement, en parlant de ça, parce que vous êtes sans langue de bois hein, dans votre livre, vous affichez vos convictions politiques, mais ça, vous l'avez toujours fait. Hein. Oui. Vous êtes un homme de gauche hein, et vous le revendiquez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement? Oh, la question... Alors, non, je peux? Qui fait du bien? Je serais tenté de vous dire je m'en fous un peu. D'accord. C'est fini maintenant? Ce qui n'est pas vrai. Je suis pas sûr que je sois un homme de gauche, ou que ça soit encore la définition. C'est ce que vous dites dans le livre. Oui. Mais parce que... Mais vous l'avez pas lu, de toute façon, donc je peux dire n'importe quoi. C'est peut-être un raccourci, mais je préfère être à l'instar de mon papa, parce que vous avez dû lire, si Véro a bien retranscrit tout ce que je lui dis, l'image du père, elle est énorme dans ma vie. Bien sûr. Énorme. Vous avez le côté très guerrier, d'ailleurs. Hein? Vous avez un côté très guerrier dans votre livre, hein, et vous le revendiquez aussi, d'être un guerrier.
Le seul moment où finalement vous déposez votre armure, c'est quand vous nous parlez de Sanda. Et c'est là où on voit votre agilité. Est-ce que c'est une... Ah, Valérie, vous avez envie de répondre à ça? Non? Ah bah lui peut-être il peut avoir une perception et puis après ça peut donner une autre perception de l'extérieur. C'est vrai, tout à fait. Peut-être que lui de l'intérieur il se sent pas comme un guerrier, même si c'est l'image après qu'il peut renvoyer. Non, je pense pas être un guerrier. Je suis un homme déterminé. J'aime trop la vie pour ne pas avoir cette détermination-là. Parce que on doit être construit, on doit être bâti. Mais en revanche, vous ne m'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire Politique, aujourd'hui, est-ce que vous êtes content du gouvernement? Je ne suis pas content des gouvernements qui se sont succédés depuis longtemps, parce que je crois que c'est Mitterrand qui avait dit, après moi, il n'y aura que des comptables, et Dieu sait qu'ils ont compté, et qui comptent encore, et puis qui peuvent compter tant qu'ils veulent. De toute façon, ils sont tenus par les couilles, par les financiers. Oh bah, dis donc, Michel Fugain. Oui, bah, ah oui, on se détend, là. Ça comment? Moi, je ne connais même pas ce que c'est. Ça serait tellement vulgaire, je trouve. Michel Fugain, alors, contre toute attente, j'ai appris par Émeric Caramico que vous aviez un Instagram. Alors, encore une fois... un Instagram. Vous avez un Instagram depuis 2015. Vous êtes assez précurseur en la matière. Vous vous en souvenez? Parce que quelques mois après avoir posté vos premières photos, vous n'avez plus rien posté. Est-ce que vous vous souvenez? On le voit à l'image d'ailleurs. Ce compte, c'est bien vous, c'est bien vos photos. Michel Fugain, c'était il y a seulement 3 ans. Ça, c'est des photos de fans. C'est vrai? Ça, c'est des photos de fans. C'est l'Instagram de qui? Mais c'est pas possible. On s'est fait piéger? On se serait fait piéger. C'est des photos de fans. Mais c'est pas grave, parce que ça permet quand même de dévoiler quand même quelques informations vous concernant. C'est qu'après ces 3 ans d'absence, il y a quand même toujours 1500 fidèles, 1500 abonnés qui vous suivent et qui attendent des nouvelles de votre part sur ce réseau social. Donc, mais c'est quoi les 3 ans d'absence? Dites-moi pas. Ce compte a été ouvert en 2015 et après 3 mois d'existence, il n'y a plus rien qui a été posté. Voilà. Et on sent qu'il y a quand même des gens qui attendent de votre part pas mal de nouvelles, de photos, de vidéos. C'est pour ça que quand je vous ai vu tout à l'heure à l'arrivée de CNews, on a pris une photo tous les deux que j'ai transmise en régie. D'ailleurs, on peut la voir? On peut même la voir. Et cette photo, je m'étais dit que c'était l'occasion pour que vous puissiez réactiver votre compte en la partageant avec vos fans. Elle est bien cette photo. Peut-être que 2018 sera l'année de l'ouverture de votre compte Instagram. Je pense qu'on va commencer aujourd'hui. Mais vous pouvez rêver encore. Donc pas d'Instagram pour Michel. Mais cela dit, vous avez trouvé des choses... Non, pas d'Instagram et pas de communication par le net. Je peux vous raconter. À contre-courant. Non, pas tout. Non, il y a l'heure tourne. Mais parce que j'aime pas, d'une manière ou d'une autre, laisser la possibilité à des gens d'interférer dans ma vie. Voilà. Alors du coup, vous allez donc rarement sur le net, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'y suis tous les jours. Eh bien, figurez-vous... C'est vrai, mais alors, est-ce que vous avez vu... J'y travaille dessus. Est-ce que vous avez vu une mode, un phénomène qui s'est lancé surtout en Turquie? C'est des gens qui prennent un vieux vinyle de vos meilleures chansons, les posent sur leur platine vinyle, sur leur tourne-disque, et filment et le partagent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, là, on voit... Là encore, on le voit avec de la musique. On entend la musique ou pas? On va l'entendre. Vous l'entendez? Ils adorent et ils filment ça. C'est presque de l'art contemporain. Hein. Et vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui font ça sur vos chansons. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non, c'est passionnant. Et ça va au-delà de la Turquie. Michel, et la reconnaissance. Attendez, Michel, parce que ça va même au-delà de la Turquie. On va jusqu'au Japon avec des gens qui utilisent le même procédé et qui vont passer une version japonaise de vos meilleurs tubes. Regardez, là encore, on peut écouter. C'est assez improbable. Je ne sais pas si on peut l'entendre. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est tellement l'écume des jours que je sais pas, j'ai pas l'impression d'être très investi dans cette démarche-là. Non, mais en tout cas, ce qui est agréable, c'est de voir que la nouvelle génération continue à vous suivre et à être admiratif. Mais je préfère, plutôt qu'ils me suivent comme ça sur Internet, je préfère qu'ils viennent devant. Ils vont avoir le travail d'un mec pendant 50 et quelques années. Ils vont voir le bonhomme, ils vont voir l'animal. Mais tout le monde n'a pas la chance quand on est au Japon, par exemple. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est intéressant. Est-ce que vous avez trouvé autre chose? Bah écoutez, j'ai quand même regardé les gens qui suivaient votre compte, même si c'est pas le vôtre, le compte Michel Fugain. Ah oui, non, les gens qui vous suivent. Alors vous avez, j'ai repéré des personnalités connues. C'est Sanda qui est, elle y passe sa vie. Peut-être que c'est elle qui l'a créé ce compte. Non, elle n'était pas encore dans ma vie. Il y a une certaine Valérie Anne Roumanoff, pardon, qui vous suit. Il y a Patrick Sébastien et Pascal Légitimus, donc plutôt des comiques. Et puis vous avez aussi Tony Gomez et Jean Roch, Le Monde de la Nuit. Donc on est dans 2 salles, 2 ambiances. Ça doit peut-être. Mais bon, du coup, comme c'est pas votre Instagram, mais donc.
Non, je pense pas, non. Officiellement, ce n'est pas l'Instagram de Michel Fugain. Je pense pas bien que ce soit Merci, des- Émeric. Merci. Alors, lundi débutera, non pas lundi, demain, dimanche, débutera la Semaine européenne de la mobilité pour inciter les citoyens, la collectivité à prendre des moyens de transport plus écolos. Alors, si vous êtes juste à deux doigts de vous motiver pour prendre le vélo dès lundi, eh bien, écoutez une étude qui fait du bien et c'est par Annabelle Millot. Selon une étude britannique, aller tous les jours en vélo au travail permettrait de vivre plus longtemps. Vous souhaitez rallonger votre espérance de vie? Rien de plus simple. Pour vous rendre au boulot, partez de bon matin sur les chemins à bicyclette. Du moins, c'est la conclusion d'une équipe de chercheurs de l'université de Glasgow qui a suivi les parcours de 250 000 Britanniques. En conclusion, demain, on laisse sa voiture au garage. À nous les pistes cyclables. En plus, c'est bon pour la planète. Alors, étude qui fait du bien ou pas? Mais oui, étude qui fait du bien. Là, tel que vous me voyez, je suis venue en vélo au boulot. Eh ben, je sens bien que physiquement, je suis gagnante. Et tout de suite, c'est le débat qui fait du bien. Alors je me permets quand même, avant de commencer le débat, puisque à l'oreillette, on me dit quand même que Sandam dit que c'est votre Instagram, mais vous n'êtes pas au courant, vous en avez un, Michel Fugain. Donc au moins, tout est clair, on est allé jusqu'au bout de l'enquête. Merci. C'est beaucoup, bon, Émeric. Alors, maman, je ne veux plus manger de viande. C'est vraiment un sujet de société qui fait souvent polémique. Alors, doit-on accepter le choix de son enfant? Est-ce que c'est une mode ou un choix conscient? Est-ce que devenir végétarien ou végane est dangereux pour la santé d'un enfant? On va savoir ça dans quelques instants. Mais avant, François Pomès, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur cette mouvance et d'où elle vient? Alors, je vais vous décevoir, c'est très difficile de savoir d'où vient cette mouvance. En revanche, lorsque l'on interroge les nutritionnistes, les pédiatres, ils nous disent que en consultation, ils reçoivent de plus en plus d'adolescents, de jeunes enfants qui disent « Papa, maman, je ne veux plus manger de vache, je ne veux plus manger de viande » et donc ils se retirent petit à petit des produits carnés. Alors, l'une des explications serait quand même liée aux réseaux sociaux qui véhiculent effectivement les débats autour de la viande, du végétarianisme, etc. Et donc, qui permettraient à des enfants, des jeunes adolescents, de prendre plus facilement leurs décisions. Alors, un petit chiffre quand même. Un récent sondage de l'ONG Greenpeace a montré que près de 6 parents sur 10 étaient favorables à l'introduction de menus végétariens dans les cantines. Alors, certaines villes n'ont pas attendu, hein. Lille, Grenoble, Villeneuve-la-Garenne, il y en a plusieurs en France qui servent déjà au moins 2 repas végétariens par semaine à nos enfants. Merci François. Alors, Carole Hiel, rebonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter, vous êtes illustratrice pour enfants, Tout à fait. en couple, mère de 2 enfants. Voilà. Et vous venez nous présenter votre livre très amusant, mais surtout très utile. C'est « Maman, je ne veux plus manger de viande ». Alors, tout commence lorsque votre fille, à l'âge de 9 ans, arrive dans votre cuisine d'un pas déterminé et vous dit « Maman, je ne veux plus manger de viande ». À ce moment-là, vous comprenez que sa décision est prise. Tout d'abord, pourquoi un tel choix à l'âge de 9 ans? Alors ça avait commencé un petit peu avant, un petit peu vers les 8 ans et demi où elle avait déjà émis ce choix. Donc on avait essayé d'évincer un petit peu la question. Et puis effectivement, quand elle est arrivée dans la cuisine, n'a pas vraiment décidé. Là, je me suis dit que c'était bon, on y était. Donc pourquoi? Je lui ai posé la question. Donc pour elle, c'était vraiment pour la cause animale. C'était vraiment un choix conscient, là. C'était vraiment un choix conscient. Moi, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'à l'école, elle parlait beaucoup de poids entre copines. Elle se donnait même des notes, donc à l'âge de 9 ans. Donc j'avais aussi un petit peu peur que ce soit une question d'anorexie ou autre. Et donc du coup, je l'avais emmenée chez une psychologue pour être rassurée. Et celle-ci m'a dit non, elle est très bien, vraiment dans ses baskets, vraiment son problème qui n'en est pas un, elle veut juste plus manger de viande. Et c'est vrai que pour ma fille, manger de la viande, parce qu'on a eu un chien aussi entre-temps, c'était comme si elle mangeait sa chienne. Et il était hors de question qu'elle se nourrisse en fait de carcasses d'animaux. Pour reprendre vraiment ces termes. Alors justement, vous, en tant que bonne maman carnivore, pour reprendre votre terme, c'est vrai, c'est ce que vous dites dans votre livre, oui. Comment vous avez réagi? Alors, beaucoup d'émotions, surtout beaucoup de stress, parce qu'effectivement, à la maison, on mangeait de la viande le midi et le soir, à l'époque. Donc pour moi, c'était vraiment, qu'est-ce que je vais lui donner? Parce que vraiment, depuis que je suis petite, j'entends, il faut que tu finisses ta viande si tu veux grandir.
Donc si je ne donne pas de la viande à ma fille, ça veut dire qu'elle ne grandira pas et elle a 9 ans, elle est en pleine croissance. Donc 9 ans, c'était il y a 10 ans déjà. Hein. Ouais, presque 10 ans, oui. Maintenant, elle a 16 ans. Et donc c'est bon? Elle est super bien, elle a très bien grandi, Bon, elle parfait. fait beaucoup de sport dans la semaine et non, il y a vraiment pas de souci là. Alors, docteur Jérôme Bernard Pelé, vous avez un nom qui est très long, hein, je vais vous appeler docteur, hein, je pense. Hein. Alors, on entend des sons de cloche, tous très différents. Éclairez-nous. Dites-nous si c'est bon ou pas pour la santé et la croissance d'un enfant d'arrêter de manger de la viande. Voilà, quand il y a autant d'opinions différentes, ce qu'il faut faire, c'est remonter à la source de l'information. Et la source de l'information, ce sont les différentes études scientifiques qui ont été publiées sur le sujet depuis les années 70. Donc la plus grande étude sur le sujet, c'est l'étude Farm, qui a été publiée en 1989 dans la revue Pediatrics. Et clairement, vraiment en 2018, les choses sont très claires. Une alimentation bien menée, qu'elle soit végétarienne ou végétalienne, chez un enfant est tout à fait adéquate sur le plan nutritionnel et permet une croissance normale. Alors j'insiste vraiment sur le point, alors j'ai apporté les études en question, c'est pas télégénique, on ne va pas les montrer à l'antenne, mais ceux qui disent le contraire, je pense qu'ils n'ont jamais lu les études scientifiques publiées dans la littérature internationale. Vraiment, j'ai passé plein de coups de fil à vos confrères, c'est très difficile d'avoir la bonne information. Et qui me dit que c'est vous qui avez la bonne information, docteur? Alors, c'est simple, il suffit de lire les études scientifiques. Moi, je n'ai rien inventé, hein, je ne fais que lire la littérature. Alors, ce qui est intéressant, il suffit de traverser la Manche. Et la position officielle du gouvernement britannique, c'est qu'il est possible d'avoir une alimentation végétarienne ou végane, même chez les enfants. Alors non seulement ils disent ça, alors ils disent ça par l'intermédiaire de la NHS, l'équivalent du ministère de la Santé français. Alors non seulement ils disent que c'est possible, mais en plus, ils disent comment faire. Il suffit d'aller sur le site www.nhs.uk.gouv et vous pourrez constater par vous-même qu'en Angleterre, c'est quelque chose de tout à fait banal. Alors comment se fait-il qu'en Angleterre ou aux États-Unis, c'est banal, les enfants peuvent être végétariens ou véganes? On traverse la Manche, et en France, c'est impossible, c'est un non-sens. D'ailleurs, vous avez écrit un livre avec Marie Laforêt qui s'appelle Végane. Tout à fait. Et donc, pourquoi ici en France, il y a autant d'obstacles et qu'on entend tout et n'importe quoi? Alors, il y a 3 obstacles. C'est que les fausses idées se perpétuent. Voilà, une idée fausse qui a été écrite il y a 20 ans va être répétée, répétée sans être mise en cause. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que la plupart des médecins sont assez ignorants en nutrition. Moi-même, en 10 ans d'études, j'ai eu 0 heure de nutrition. Donc, quand je suis sorti de la fac, je ne savais absolument rien en nutrition. Après, j'ai pas passé un diplôme universitaire de nutrition. Je suis devenu plus compétent sur la question. J'ai décidé de me sous-spécialiser dans les alimentations végétariennes et végétaliennes. Mais avant, je ne savais rien. Alors, déjà que les médecins ne savent pas grand-chose, en général, des exceptions, bien sûr, en nutrition. Alors, vous pensez bien que la nutrition végétarienne ou végétalienne... Oui, c'est tout nouveau encore, hein. Rien. Alors, il y a aussi un troisième phénomène, c'est les conflits d'intérêts. En fait, voilà, là je me présente à vous à la télévision, mais en fait les médecins qui passent dans les médias en tant que nutritionnistes et qui ne sont pas sous contrat avec l'industrie agroalimentaire, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a moins de 5 qui tournent depuis 10 ans. Vous êtes en train de dire en fait que les médecins sont souvent affiliés à des contrats avec des grands groupes. Voilà. Alors, plus large du terme. Je pense que l'écrasante majorité des médecins... Attention, là, je sens que Michel Fugain va partir. Non, mais tout ça est vachement bien, mais on est dans le dogme. Que ce soit des véganes, que ce soit des végétariens, que ce soit... C'est du dogme. En fait, les patrons, c'est les mecs qui sont propriétaires des millions de vaches qui sont en Amérique du Sud, millions de vaches qui sont en Amérique du Nord. Et ces vaches, elles sont faites pour faire de la viande, et cette viande, il faut les couler. Et eux, ils font du lobbying dans les plus hautes instances, auprès des plus hautes instances. Il y a un problème, communique. De toute façon, tous les problèmes de la Terre sont d'abord sous-tendus par un problème économique. Toujours. Après, le reste, c'est des débats à la télévision, quoi. Excusez-moi. Mais j'aimerais insister quand même sur le fait que l'écrasante majorité des médecins nutritionnistes et l'écrasante majorité des diététiciens et diététiciennes sont des gens honnêtes, qui font bien leur travail. Simplement, il faut qu'ils se basent sur quelque chose. Et souvent, ils se basent sur le travail de leaders d'opinion. Et c'est certains leaders d'opinion, pas tous, qui ont ces contrats avec l'industrie agroalimentaire. Et du coup, volontairement, ils disent n'importe quoi. Alors, je donne un exemple, je ne vais pas citer son nom. On avait un médecin qui passait régulièrement dans les médias, jusque dans les années 2005. Il disait la même chose que moi. Il disait qu'une alimentation végétarienne ou végétalienne chez les enfants était adéquate sur le plan nutritionnel, qu'il fallait arrêter de stigmatiser les enfants véganes, que les études montraient, il disait que les études montraient que c'était adéquat, que les enfants avaient une croissance normale et un développement psychomoteur normal. Et depuis qu'il est sous contrat avec Danone et Nestlé et d'autres, il dit exactement le contraire, c'est de dire le pouvoir corrupteur de l'argent.
Valérie Romanoff, alors vous êtes spécialisée dans la parentalité positive. Lorsqu'on est parent, comment trouver l'équilibre entre le respect de l'enfant et l'autorité? Est-ce à l'enfant de choisir le contenu de son assiette? Oui, c'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver parce qu'au départ, quand l'enfant arrive, on doit décider de tout pour lui puisqu'il n'a aucune espèce d'autonomie. Et au fur et à mesure que les jours passent, cette autonomie, elle évolue. Et en tant que parent, on doit aussi évoluer entre la liberté qu'on lui laisse et la sécurité qu'on lui offre. Donc, est-ce que en faisant ce choix, quelle liberté je lui donne et est-ce que je le mets en danger? Donc, le docteur répond à cette question en disant, voilà, le danger peut être écarté de telle et telle façon. Et si je suis vraiment concernée par la sécurité, de quelle liberté je le prive? Et comment on peut équilibrer ces deux choses-là, sachant que ça évolue tous les jours et qu'à 9 ans, un enfant n'a pas la même autonomie que quand il est plus jeune ou après. Donc, c'est de pouvoir vraiment être à l'écoute de ce qu'il dit, exactement comme ce que vous avez fait, et notamment en lui posant la question, en quoi c'est important pour toi? Ce choix, en quoi il est important pour toi? Qui est une question qui donne des réponses plus intéressantes peut-être que simplement le pourquoi. Et une fois qu'on a cette réponse, on peut de nouveau poser cette question. Par exemple, en quoi c'est important pour toi de ne plus manger de viande? Parce que je veux protéger les animaux. Et en quoi c'est important pour toi de protéger les animaux? Parce que ceci, parce que cela. Et on va avoir à ce moment-là la conviction de l'enfant et pouvoir savoir si c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui ou si c'est un effet de mode ou si c'est pour faire comme les copines ou si c'est pour pas grossir ou si c'est pour quelque chose de complètement différent. Parce que les enfants se passent souvent les messages en cours de récréation. C'est ça, donc pour pouvoir démêler les choses, il faut vraiment examiner. Et c'est Beaumarchais qui disait... D'ailleurs, justement, pour dire ce que disait François, c'est que beaucoup d'enfants témoignent de vivre une certaine discrimination, que ce soit à la cantine, à la cour de récré ou dans leur vie sociale. Alors vous accompagnez beaucoup, d'ailleurs vous organisez des stages pour renforcer la confiance en eux. Comment soutenir au mieux un enfant dans ces cas-là aussi? C'est important d'expliquer aux enfants que la différence est une richesse. Voilà. Et que quand on est différent des autres, on apporte de la richesse au monde. Si tout le monde était pareil, si tout le monde avait les mêmes goûts, si tout le monde, je sais pas, aimait les voitures rouges, on n'aurait que des rues dans la ville avec des voitures rouges, ce serait quand même triste si tout le monde était habillé pareil, qu'on fait pareil. Donc c'est la différence entre les individus qui fait la richesse du monde. Donc en n'ayant pas les mêmes choix, en n'ayant pas les mêmes goûts, en n'ayant pas les mêmes habitudes, on apporte quelque chose au monde. Donc ça, c'est la première chose à expliquer. Et la deuxième, c'est que quand quelqu'un nous insulte ou se moque de nous, c'est quelque chose qu'on peut ne pas prendre. On peut décider de prendre ces insultes, de les recevoir, ou au contraire, de ne pas les recevoir, parce qu'en fait, ça ne nous concerne pas. Et c'est Bouddha qui racontait cette histoire, où il explique qu'il y a... un jour, il parlait dans un village, et à ce moment-là, il y a un homme qui vient et qui l'insulte, et puis qui s'en va. Je connais. J'adore. Et puis cet homme commence à marcher le long d'une rizière et puis se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai dit ça, mais ça va pas, il commence à se sentir super mal. Donc il revient, il dit à Bouddha, excusez-moi, vraiment je suis désolé, je vous ai insulté, c'est terrible. Et Bouddha lui dit mais non, moi j'ai rien reçu de vous. Il dit mais enfin comment ça, comment c'est possible puisque j'ai dit tous ces mots, je vous les ai adressés. Et Bouddha dit oui mais si quelqu'un vous tend quelque chose dont vous n'avez pas besoin, qu'est-ce que vous faites? Il dit je le prends pas. Il dit à ce moment-là qu'est-ce que fait la personne qui vous tendait ça? Il dit qu'est-ce qu'il peut faire? Il le garde. Il dit c'est ce qui s'est passé. Vous avez gardé toute cette violence. Moi je ne l'ai pas reçue. Il n'y avait personne. Alors je connaissais cet enseignement mais avec le bol de riz. Mais j'aime beaucoup aussi la vôtre. Donc quoi que ce soit qu'on nous donne, on peut décider de le prendre ou pas. Donc on peut pas empêcher les gens de dire des âneries, mais on peut commencer à se demander si finalement ce qu'ils racontent a du sens ou pas et si on en a besoin ou pas. Si on n'a pas besoin, on le prend pas. Finalement, tout est basé sur la bienveillance et la sagesse, l'écoute de l'autre, le dialogue. Alors oui, et en même temps, de bien expliquer aux enfants que quand les gens leur disent des bêtises, ils sont pas obligés de les croire. C'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est vrai. À 10 ans, c'est plus dur. Quand on a 10, 12 ans, ou quand on est ado... Mais les enfants ont des ressources beaucoup plus grandes que ce qu'on peut croire. À 10 ans, on peut distinguer le vrai du faux. C'est costaud un enfant, c'est costaud. Mais oui, ouais, je pense que c'est oui. Mais en même temps, c'est un bon entraînement pour les parents. Justement, Carole et elle, comment fait-on lorsqu'on est des parents omnivores, parce que aussi votre mari adore la viande, et que vous avez des enfants qui révolutionnent complètement votre cuisine? Alors, au début, j'étais très stressée. Parce qu'effectivement, je ne savais pas comment j'allais faire. Et puis, en fait, j'ai fait un repas avec de la viande, un repas sans viande, voilà, pour que tout le monde ait ce qu'il a envie de manger. Et puis, on a fait aussi, petit à petit, en fait, ça a vraiment été un travail d'équipe et de famille. On s'y est mis vraiment petit à petit. J'ai organisé des petits jeux aussi, où on se réunissait le week-end. Et alors, j'étalais plein d'aliments sur la table. Et je disais, voilà, il faut faire une petite recette sans viande. Et tout le monde s'y mettait. Le papa aussi, du coup, il était aussi intégré à ce changement pour sa fille. Et on faisait voilà, des petits jeux comme ça. On faisait aussi qu'est-ce qu'on a envie de manger. Ça s'est fait en fait vraiment
vraiment très naturellement. Et puis ce que j'ai proposé était de plus en plus bon, je pense. Et lui, il a de plus en plus validé. Alors, c'est vrai qu'on retrouve des recettes dans votre livre qui ont l'air délicieuses, comme un cordon bleu, je crois, au brocoli. Voilà. Alors, comme ça n'a pas l'air sexy, mais je vous assure que l'image, ça donne envie de le faire à la maison. Voilà, et c'est très bon. Et même le papa qui, lui, est vraiment adore son entrecôte, il mange toujours son entrecôte, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, de plus en plus, il me demande est-ce que tu peux faire le steak de haricots rouges ou justement le fameux cordon bleu de brocoli. Donc, petit à petit, même lui, il s'y est mis. Il a aimé de plus en plus, donc mange de moins en moins de viande aussi. Et c'est vrai que ça a été une histoire de famille, en fait. Alors, en 2 mots, docteur, quels sont les indispensables dans la cuisine lorsqu'on a un enfant végétarien pour lui assurer la meilleure nutrition? En 2 mots. C'est très simple. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a vraiment le jeune enfant, entre 0 et 1 an, et puis après. Entre 0 et 6 mois, la meilleure alimentation, c'est vraiment le lait maternel. Vraiment, il faut insister là-dessus. Et quand on ne peut pas? Quand on ne peut pas, nous avons des laits maternisés premier âge qui sont complètement véganes sur le marché. On ne va pas citer de nom, mais vous allez dans une boutique d'alimentation biologique, vous trouverez de tels laits maternisés complètement végétaux et en plus ils sont bio. Ensuite, entre 6 mois et 12 mois, vous pouvez continuer à utiliser des laits maternisés de 2e âge. En plus, vous allez commencer la diversification de l'enfant. Et en fait, les règles applicables aux enfants omnivores est tout à fait applicable aux enfants végétariens ou véganes. Simplement, au lieu de donner de la viande animale, vous allez donner de la viande végétale. Au lieu de donner des laits animaux, vous allez donner des laits végétaux. Mais les gros ingrédients les plus importants sont les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes ou raffinées, bien évidemment, les oléagineux, noix, noisettes, amandes. Et avec tous ces ingrédients-là, vous pouvez apporter à votre enfant tous les nutriments nécessaires à la vie, sauf la vitamine B12. Alors la vitamine B12, un supplément est utile. Merci beaucoup, docteur Jérôme Bernard Pelé. Et tout de suite, on va passer à l'exploration qui fait du bien. On part en Égypte. François Pomès, alors le ministère des Antiquités égyptien vient d'ouvrir au grand public un tombeau inédit, vieux de 4000 ans, riche de peintures murales, d'inscriptions murales. C'est un événement. C'est un événement et c'est assez rare pour le souligner. L'Égypte a besoin de touristes et donc elle ouvre de nouveaux sites et ce tombeau du vizir Méhou en fait partie. Alors donc je vous emmène en Égypte, dans la vallée de Memphis. Tout le monde connaît le plateau de Gizeh avec la fameuse pyramide de Khéops. C'est la seule des 7 merveilles du monde encore debout après 4600 ans. Au moins elle vaut le coup d'œil. Et bien un petit peu plus au sud, sur une nécropole dont on reparlera, c'est la nécropole incroyable de Saqqara. Il y a ce tombeau, le tombeau du vizir Méhou, qui était un des vizirs, un haut fonctionnaire sous la 6e dynastie, sous Pépi Ier, un pharaon, également dont on reparlera parce qu'il est incroyable. Et bien dans ce tombeau, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Il faut sortir du plateau de Gizeh, il faut aller jusqu'à Saqqara, découvrir la nécropole. Et dans ce tombeau, il y a des hiéroglyphes colorés, incroyablement bien conservés, qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'Égypte ancienne. Et notamment, on apprend que les Égyptiens étaient effectivement des chasseurs, on le savait, mais pratiquaient aussi la danse acrobatique. C'est ce que disent les textes qui sont... Ah bah comme Emmerich. C'est exactement ça que je pensais. Un ancien pharaon peut-être autour de ça. Seulement en Égypte. En la personne d'Emmerich, oui. Je vous ferai une démo. Et donc, alors, au-delà du tombeau, vous me disiez que Saqqara était une nécropole unique? C'est une nécropole unique parce que Saqqara, en réalité, est en 2 parties. Saqqara Nord, Saqqara Sud. Saqqara Sud, on ne visite pas. Saqqara Nord, on peut visiter. Il y a une des premières pyramides, c'est la pyramide à degrés. Contrairement à Khéops, elle n'est pas lisse. Elle est, vous voyez, comme un empilement de boîtes de chaussures. Ce sont des mastabas, des édifices funéraires qui ont été empilés. Et c'est Imhotep, l'architecte Imhotep, qui a construit cette pyramide. Et elle est tellement, on la voit, spectaculaire que Djeser, qui était le pharaon pour qui cette pyramide a été construite, eh bien, a déifié cet architecte Imhotep en lui disant « Ton édifice est sublime et va me permettre à ma mort d'aller, parce que c'est aussi l'objectif des pyramides, d'atteindre l'immortalité. » François Pomès, merci de nous émerveiller maintenant toutes les semaines. D'ailleurs, vous partez en Égypte, là, Je pars en Égypte la semaine prochaine, oui. C'est ça. Eh bien, écoutez, donc on ne vous voit pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. L'émission touche à sa fin. Merci à tous pour vos bons conseils et vos avis. Michel Fugain, donc je représente votre livre, c'est En confidence, que vous avez coécrit avec Véronique Ayache, où là, on plonge dans vos pensées les plus intimes. Et puis, vous êtes en tournée dans toute la France. Je crois que vous recommencez au mois de novembre. Merci de nous avoir fait cette joie d'être là avec nous aujourd'hui sur le plateau. Plaisir, je sais tout sur la bouffe et les pyramides. Et les pyramides maintenant. Et Instagram. Et ça, bien sûr, Emmerich. Je vous laisse maintenant en compagnie du duo qui fait du bien. C'est bien sûr Sophia Russo et notre cher ami Thierry Fréré. Bon appétit à tous si vous êtes à table et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.
midi 10, sur CNews, dans l'info qui fait du bien. Merci.